Tourner prochainement Le Mur de l'Atlantique avec Marcel Camus. C'est un film drôle et parfois émouvant. Et ensuite, je tournerai La Chienne, un film qui avait été fait, je ne sais plus en quelle année, par Renoir. Je ne connais pas encore mes partenaires. Et ensuite, en 71, je tournerai un film avec De Funès, ce sera le troisième donc, sur la direction de Gérard Houry, évidemment. Magnifique de laideur, à Paris, le 13e arrondissement est un quartier de hangars, de voies ferrées, d'usines désaffectées. C'est pourtant ici qu'un homme a choisi depuis plus de 20 ans de vivre et de travailler dans des studios entièrement aménagés par lui. Cet homme, nous l'appellerons Jean-Pierre Melville. Merci beaucoup. 17h10. Melville range sa voiture devant l'entrée de son studio. Une Ford Mustang munie d'un lecteur de cassettes et des derniers perfectionnements de l'industrie américaine. Le voici, Stetson et Trenchcoat. Rien de spécial à nous? C'est tout? Annie, s'il vous plaît. Oui, je viens tout de suite. Qu'est-ce qu'a dit M. Dorfman? Il m'a dit qu'il vous rappellera. Il ne vient pas? Non, ce n'est pas possible. Merci. Première pause, le businessman. Décor feutré, tout de sobriété ostentatoire, dans les teintes tilleul et tabac. Sur un coin de table, une lampe chinoise évoque le Faucon de Malte et, à travers lui, la longue tradition du film noir américain. Rien ici qui ne signale le calme, la méditation et le travail, jusqu'au savant désordre qui règne sur le bureau. Demain, si vous avez une minute, vous serez gentil, vous me mettrez de l'ordre sur mon bureau. Regardez, écoutez. À 53 ans, l'homme que vous avez sous les yeux a réalisé 12 films, dont les plus connus sont évidemment les plus récents. Le Doulos, Le Samouraï, Le Cercle Rouge. En ce moment, il fait semblant de travailler, et dans quelques instants, feignant de l'interrompre, l'intervieweur va lui poser sa première question. Monsieur Melville, vous êtes, je crois, le seul réalisateur français qui est tenu à avoir ses propres studios. Je ne suis pas le premier, j'ai été le seul. Mais avant moi, il y a quand même eu Émile Cousinet et Marcel Pagnol. Et il y a eu le dernier, juste avant Pagnol, à abandonner. Lui aussi, ça a été Charlie Chaplin. Car il faut être complètement fou pour avoir ses propres studios. Pourquoi il faut être fou? Il faut être fou pour faire du cinéma, de toute façon. Mais avoir ses propres studios, c'est un souci constant. C'est incontestablement une situation de rêve en même temps qu'une vie de cauchemar. C'est merveilleux parce que
J'habitais à l'étage au-dessus et à 3 heures du matin, je descendais sur le plateau, éclairer la scène du lendemain, et je faisais la lumière pour le lendemain, et je faisais la mise en scène du lendemain. J'aimerais que vous nous fassiez un petit peu l'historique de ce studio. Bon, une fois que vous avez pris la décision, en quelque sorte, D'avoir un studio. d'avoir un studio, C'était dans la nuit du 10 au 11 mai 1944 que j'ai vraiment pris la décision d'avoir un studio. J'étais au bord du Garigliano, l'offensive se déclenchait à 11 heures du soir. Feu d'artifice qui a commencé, mortel pour les autres, et qui ne s'est arrêté qu'aux toutes petites heures du matin. J'ai eu vraiment le sentiment, d'une part, que la guerre allait finir, mais d'autre part, pour la première fois depuis le début de la guerre, je me suis surpris à faire des projets dans cette nuit-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, eh bien, peut-être que je ne serai pas tué, peut-être que la guerre se terminera comme je le crois ce soir. La première chose que je ferai en arrivant à Paris, je chercherai un local pour installer des studios. Et puis, dans ce hall d'usine désaffectée, j'ai commencé petit à petit d'installer les structures d'un studio. Et j'y suis arrivé dans beaucoup d'années. Et enfin, 56, c'était un studio, un vrai. Et puis un beau jour, tout a brûlé. Pendant un an, je n'ai pas pu remettre les pieds ici. Et puis, très exactement un an, jour pour jour après, je me suis dit, c'est trop bête. Je n'ai pas à avoir peur des ruines, je vais y aller. Et puis, j'ai fait commencer à reconstruire, à mettre hors d'eau, comme on dit. Alors ici, ça n'en a pas encore l'air, mais ce sera une salle de projection. C'était le plateau A, avant. Là, l'écran pour 4 formats, scope, 1,85, 1,66, 1,33. Alors cette belle composition abstraite, c'est l'incendie qui l'a faite. Et je pense que Cocteau aurait trouvé ça très beau. C'est pas du tout par hasard que je parle de Cocteau, c'est parce qu'à cet endroit précis, en 1949, j'avais un tout petit plateau, un petit auditorium, dans lequel j'avais tourné une grande partie des Enfants terribles. Et je me souviens d'un jour où j'ai fait courir Cocteau ici autour du micro avant d'enregistrer son cœur. Le cœur qu'on entend à un moment donné battre dans la poitrine d'Édouard Hermite dans Les Enfants terribles. Allez-y, chargez-le-moi. Deuxième pause, le manuel. Le montage d'Imelville est, après l'écriture, le second moment fort de la réalisation d'un film. Le son est meilleur. Là, on va écouter que celui-là, on va écouter l'autre. Je vous ai dit que les deux moments majeurs de la réalisation d'un film, pour moi, sont d'abord l'écriture seule, dans ma chambre, et puis ensuite le montage. Alors le montage avec les monteuses, et puis aussi le montage seul. C'est-à-dire le montage la nuit aussi. autrement dit, les moments forts, comme nous les avons appelés, Oui. ce sont les moments de solitude vis-à-vis de ce que vous avez fait. Absolument. Alors ici, tout seul, la nuit, chez moi, c'est formidable. Il n'y a pas de coup de téléphone.
Il n'y a pas de visite, il n'y a personne. Bon, imaginez ce que ça peut donner. Ça, dans la nuit... Tilly, à 1 heure de voiture de Paris. J'aime beaucoup les grands espaces. C'est très difficile de trouver, dans l'Île-de-France, enfin dans la banlieue lointaine de Paris, des endroits qui donnent le sentiment de l'immensité. Et après avoir visité 115 maisons exactement en 3 mois, j'ai trouvé celle-là qui n'était pas belle, qui est une petite villa au bord de la mer, sans mer, mais avec ça. Avec plus de 220 degrés, sans rien que le ciel et la ligne d'horizon. L'espace, l'éloignement, un paysage de western. Le décor est planté pour la 3e pause, celle du grand solitaire qui écarte les honneurs. Alors voilà, le calme, la solitude, bien sûr, pour travailler, pour écrire. C'est ma 2e chambre, ça. Alors ce que j'aime aussi, surtout, beaucoup, bien sûr, c'est l'obscurité. Parce que si je commence à écrire la nuit, il ne faut pas que je sois tout d'un coup distrait par le soleil, par le jour qui se lève. Alors j'ai inventé ce système de volets. Je ne l'ai pas fait breveter, mais je l'ai inventé. Qui fait que je suis vraiment dans le noir absolu quand j'écris dans la journée et que je ne veux pas dormir ni me reposer parce que j'ai commencé quelque chose que je veux finir. Alors, comme ça, je suis vraiment dans le noir absolu et je peux écrire. Bien sûr, il y a un autre système aussi pour être dans le noir absolu. C'est pas tellement facile pour écrire. C'est ça. Paris, 7 heures du soir. Quelques heures plus tard. Tandis que la ville dort, Melville tient la pause. Hier soir, il a dîné dans un restaurant chinois. Un vrai, comme le tapis qui est sous ses pieds. Vous remarquerez le confort de la robe de chambre. De chez Campigny. Il est près de 3 heures du matin. Jean-Pierre Melville, il est près de 3 heures du matin. Et nous sommes chez vous, nous vous voyons travailler la nuit. Est-ce que c'est un goût particulier pour la nuit, ou bien est-ce que vous ne pouvez pas travailler le jour? Je ne peux pas travailler dans la journée, je ne peux pas écrire dans la journée. Je ne suis jamais arrivé de ma vie entière à écrire dans la journée. Je prends quelquefois des notes, mais si je veux, par exemple, écrire une continuité, ce qui est bien entendu ce que j'essaye de faire depuis 25 ans, je suis obligé de me concentrer, de retrouver une attitude fétale dans un milieu bien fermé, bien obscur, bien
Il y en a moins tout seul. Et pour ça, il n'y a vraiment que sa chambre, avec des doubles fenêtres, des rideaux épais, des persiennes. En plus, bien entendu, il y avait mon goût pour le noctambulisme, qui tout d'un coup a été converti aux alentours de la fin de l'année 1956 dans un noctambulisme de chambre. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout ni besoin ni envie de sortir, ni de me retrouver jamais dans des endroits de nuit. Et pourtant, ça complète bien votre goût, par exemple, du cinéma américain. Car le cinéma américain, qu'est-ce que c'est? C'est la nuit, les films noirs, New York, la nuit, etc. Et c'est la campagne, l'Ouest. Sûrement. Sûrement, regardez comme par exemple Asphalt Jungle de John Huston réunit les deux. « 4 heures. Intarissable, Melville parle toujours. Mais tout d'un coup, la Warner avait un style parce que James Cagney, Pat O'Brien, George Brent, Alan Jenkins, dans un film, ça faisait le style d'un film. C'était new-yorkais, c'était distingué grâce à George Brent, c'était tendre ou pathétique grâce à Pat O'Brien, c'était brutal et un peu canaille grâce à James Cagney, c'était drôle grâce à Hugh Gerbert ou à Frank McHugh, c'était irlandais grâce à Alan Jenkins, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je trouvais que les films de la Warner étaient plus près de moi. Je suis un enfant du 9e arrondissement, enfin je suis originaire d'Alsace, mais je suis né dans le 9e arrondissement. Et « 5 heures. Le jour se lève. Fidèle à ses personnages, Melville l'insomniaque, ne s'est pas couché. Dans quelques instants, il va interpréter pour nous sa scène favorite, celle d'un homme qui rêve de l'Amérique et de son cinéma. Alors j'ai essayé d'analyser les raisons qui avaient fait de Deux hommes dans Manhattan un cassage de gueule, et j'ai fait une sorte de liste des choses qu'il ne faut pas faire. On ne peut jamais connaître la recette vraie et positive, mais on peut arriver à dresser une liste des choses qu'il ne faut en tout cas pas faire. Et alors, quelle était cette liste, enfin, grosso modo? Alors d'abord, la flânerie, les deux personnages baladeurs dont vous avez parlé vous-même. La quête, le principe de la quête. Ça ne tient le coup que très rarement, et encore faut-il qu'au bout de la quête, il y ait quelque chose de formidable. Or là, c'était pas formidable au bout de la quête, bien sûr. On trouvait l'homme qui avait disparu, on connaissait sa raison qui était une raison extrêmement sordide de sa disparition. Et puis bon, au travers de quelques personnages pittoresques et de quelques décors pittoresques de New York nocturne, on faisait une balade. Il faut pas se balader dans un film, c'est défendu. Ça, je crois que c'est défendu. Alors depuis, je me balade plus. Parmi les choses que vous vous êtes juré de ne pas refaire, est-ce que ce n'est pas aussi un film sans vedette? Ah non, je crois au film. Je crois au film sans vedette. Je crois absolument qu'on peut faire un film sans vedette qui marche. Oh non, ouais, ça serait abominable. Alors, si je pensais qu'on ne peut faire que des films avec vedette, non. C'est pas du tout pour ça que je fais des films avec vedette. Je vous assure que j'ai toujours voulu faire des films avec vedette, même à l'époque où je faisais des films sans vedette. Mais que ça n'était pas possible à cette époque-là. Si j'ai choisi Jean-Paul Belmondo, c'est tout simplement parce que c'était le seul qui, en 1961, était mon Léon Morin prêtre. Mais pas pour une autre raison, et pas du tout pour une raison de vedette, je vous le promets. Mais le risque est plus grand tout de même. Parce que si vous avez décidé tout à coup de vous lancer... Non, je ne veux pas que vous me disiez ça, parce que vous avez l'air de dire
que c'est par sécurité personnelle que je prends des stars. C'est complètement faux. Non, je dis pas sécurité personnelle, je dis pour rendre efficace votre cinéma. Ah oui, ça je veux bien. Disons que mon cinéma est meilleur avec des stars que sans stars. Ça je le crois. Regardez bien cette scène de l'Armée des Ombres. Lino Ventura va jeter un dernier coup d'œil à la chambre qu'il doit quitter. Voici maintenant la même scène, mais avec Alain Delon dans Le Samouraï. Tout y est. Le chapeau, le regard. Est-ce que lorsque vous découpez un film, ou alors à ce moment où vous tournez les plans, est-ce que vous ne vous dites pas tout à coup, mais c'est exactement le plan que j'ai fait dans tel film? Tout le temps. Tout le temps. Mais est-ce que l'écrivain n'est pas obligé de se dire aussi tout le temps, mais cette phrase-là, je l'ai déjà écrite. Le nom n'était pas le même, le verbe n'était pas le même et le complément direct ou le complément indirect n'était pas le même, mais cette phrase-là, je l'ai déjà écrite. Ça arrive obligatoirement tout le temps. Il est certain qu'il y a des plans qui reviennent toujours dans mes films, c'est l'espèce d'examen qu'un personnage se fait subir à lui-même en se regardant dans la glace. Et puis aussi un autre plan qui revient souvent, c'est le plan de l'homme qui quitte sa chambre ou sa maison ou son appartement en pensant qu'il n'y reviendra plus jamais. Souvent dans mes films, bien sûr, quand Bob regarde sa maison pour la dernière fois avant de refermer la porte, quand le samouraï regarde sa chambre une dernière fois et son oiseau avant de refermer la porte, etc., je le refais tout le temps. Au moment où je l'écris, je me dis pas obligatoirement, tiens, je l'ai déjà fait. C'est surtout au moment où je le vois en rush. Vous savez, le début d'un western, c'est toujours la même chose. C'est un cavalier solitaire sur un cheval qui traverse l'écran en scope ou pas en scope pendant le générique, en dessous du générique, ou bien une diligence. Puis tout d'un coup, le cheval et le cavalier ou la diligence et les passagers de la diligence s'arrêtent dans un village, descendent, il y a une étape, il y a un saloon à côté, puis ça commence comme ça. Et on est content que ça commence comme ça, et on a envie que les westerns commencent toujours comme ça. On a envie que les films policiers commencent aussi toujours de la même façon, d'une certaine manière. À cet égard, j'essaye d'être le plus conventionnel possible. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Cercle Rouge, j'ai essayé de prendre des situations conventionnelles et puis de les transcender et d'essayer de les traiter d'une façon telle que les gens sont contents que ça commence comme ça et que ce soit comme ça et qui fait les asseoir mieux dans leur fauteuil. Ils prennent leur assiette, ils sont contents. Dans le contexte de la vie européenne ou française, c'est un petit peu difficile de faire du cinéma américain. C'est pour ça que je me défends bien de faire du cinéma américain. Ne pensez pas une seconde que j'essaye de faire du cinéma américain en France. Je sais très bien que je suis obligé de plier toutes les thématiques américaines à l'exigence du spectateur européen et du spectateur français. C'est-à-dire que j'interprète les grands thèmes américains à ma façon et je les fais avaler par le spectateur français. Je ne fais pas de cinéma américain du tout. Et vous en aurez peut-être la preuve un jour si, comme je l'espère quand même, je tente une fois, ne serait-ce que pour voir une expérience américaine, c'est-à-dire faire un film américain. Là, je me déguiserai en cinéaste américain. Et tandis que l'intervieweur, devant la table de mixage, achève d'écrire les ultimes lignes de son commentaire, Melville prend sa dernière pause. Il faut, déclare-t-il, très immodestement, recréer un monde à sa propre image intérieure et en faire un système. Mon univers personnel est un univers réel dans lequel entre quand même, pour partie, un élément de spectacle. Puisque mes murs, mes meubles et mon cadre, c'est ce que j'aime regarder. À partir du moment où je regarde, ce que je vois, c'est du spectacle. Même si c'est immobile, même s'il n'y a pas d'auteur. Mais j'ai choisi des meubles, j'ai choisi des couleurs de murs, j'ai choisi des objets
Alors cet univers réel est à l'origine de mon univers irréel dans mes films, puisque, et je ne le fais jamais exprès, on me le fait remarquer, on retrouve tellement souvent des éléments de décor sur mes plateaux, sur mes décors de films, qui existent chez moi à l'état d'embryon, quelquefois, ou à l'état d'intention. Par exemple, ce bureau-là, je sais très bien que sans l'avoir voulu, sans l'avoir fait vraiment exprès, ressemble à un décor qui est le décor de l'inspecteur général des services de la police dans Le Cercle Rouge. Univers de fantasmes où notre auteur multiplie les masques, les déguisements. Et derrière la façade de la rue Génère, dans le silence assourdissant de la gloire, l'homme qui a choisi de s'appeler Melville a mis au point son image de marque. Les lunettes noires, le Stetson, le trench coat, Le nom, le faux-nez moral que l'on porte toujours, et peut-être même, j'en suis pas sûr quand je vous le dis, mais enfin peut-être même, ces lunettes, c'est le masque, l'espèce de cuirasse, l'espèce de bouclier du créateur. Mais je crois que la seule solution possible, je vais y revenir, oui, je crois que c'est celle-là quand même. Attention. Prêt? Oui. Partez. Bon. Jean-Pierre Melville, avec le Cercle Rouge, on ne peut pas dire que vous revenez aux sources, puisque c'était plutôt avec l'Armée des Ombres que vous étiez revenu aux sources. Absolument. Là, vous revenez aux policiers. Oui. Pourquoi? Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire. Je considère que le film policier est la seule forme moderne possible de la tragédie. C'est-à-dire la mort immédiate, donnée ou reçue par un quelconque protagoniste. Alors d'une part, c'est cela, c'est l'amour immodéré que j'ai conservé pour la tragédie. D'autre part, il ne fait pas de doute que le film policier est un véhicule très pratique pour le film d'aventure en France. Nous n'avons pas les grands espaces, comme aux États-Unis. Nous n'avons pas le western. Il faut donc essayer de condenser, dans une ville en général, une action extrêmement serrée, avec beaucoup de rebondissements, avec le plus possible de personnages de premier plan, ce qui explique le choix que j'ai fait des comédiens que j'ai dans ce film, Delon, Bourvil, Montand, Gian Maria Volonté, François Perrier. Est-ce que ce film est très différent du Samouraï? Ah oui, je le crois. Dans le Samouraï, j'ai voulu raconter l'histoire d'un homme seul. Là, au contraire, j'ai voulu raconter l'histoire d'une rencontre et d'un rendez-vous. Est-ce que vos héros sont toujours les mêmes? Est-ce que ce sont des gens orgueilleux? Des gens orgueilleux? Ah oui, certainement. Jusque et y compris Léon Morin, qui ne devrait pas être orgueilleux, mais qui était orgueilleux. Je me souviens que vous m'aviez dit la dernière fois, à propos de la sortie de l'Armée des Ombres, que vous croyiez à la morale. Oui, j'y crois tout à fait. Où est la morale dans ce film? Je ne le sais pas, c'est-à-dire que je ne m'applique pas à écrire une histoire morale, ni à tourner un film moral. Mais il se trouve que quand mes films sont terminés et qu'on les voit, on découvre qu'il y a une morale. Oui, monsieur. Tiens, un fusil, j'ai perdu un bouton. Tenez. Là. Attention. Moteur. Allez. On va faire. Bien. On joue celui-là.
Est-ce que vous arrivez à vous dégager du rôle du samouraï pour tourner ce film? Oui, je vois pas le rapport entre le samouraï et ce film. Pourquoi me dégager du rôle du samouraï? Parce que le fait d'avoir tourné justement le samouraï, ça ne vous gêne pas pour tourner ce rôle-là? Non, je dirais que dans ce film-là, les autres sont des samouraïs. Moi, je suis justement différent du samouraï. De toute façon, rien ne me gêne avec Melville. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que nos rapports avec Melville sont tels et notre communicabilité sur le plan du travail sur le plateau est tellement forte que tout est d'une facilité déconcertante avec lui. Il y a une complicité entre vous et lui. Il y a une complicité, il y a une communion, il y a tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que je sais exactement ce que Melville veut, je sais exactement ce qu'il désire, ce qu'il attend de moi. Et je crois lui donner ce qu'il me demande. Ah, ça. Pour moi? Jean-Henri, ça va? Hein? D'aller un peu plus en lumière. Oui, bien. Attention. Me faire. Jean-Pierre Melville, tout le monde connaît votre passion pour le cinéma américain. Est-ce qu'il y a des films américains, des films policiers, qui vous ont influencé et des morceaux de bravoure de ces films qui vous ont également influencé? Alors, les deux films policiers américains qui m'ont le plus passionné avant même de dire qu'ils m'ont influencé sont un très ancien qui remonte à 24 ans, qui est Asphalt Jungle, Quand la ville dort, et puis un moins ancien, un plus récent, qui remonte à 59, qui est Le coup de l'escalier, Odds Against Tomorrow. En ce qui concerne le morceau de bravoure, entre guillemets, du premier, c'est-à-dire de Quand la ville dort, c'est-à-dire le cambriolage d'une bijouterie, j'ai vu le film en 51. Mais en été 50, me baladant à 3 heures du matin, place Vendôme, je me suis dit comment, dans un film, pourrais-je m'arranger pour cambrioler la bijouterie Boucheron, qui est là. Parce qu'à cette époque-là, la bijouterie Mauboussin n'existait pas encore, place Vendôme. Alors j'ai fait le tour par la rue de la Paix, j'ai pris la rue Daniel Casanova, et j'ai appuyé sur tous les boutons de porte cochère de la rue Casanova, et à peu près à la 7e ou 8e porte, la porte s'est ouverte. J'ai traversé une cour, j'ai traversé une deuxième cour, j'ai vu un escalier, j'ai escaladé cet escalier, je suis arrivé en haut, j'ai vu une lucarne qui donnait sur le ciel avec une échelle pendue contre le mur. J'ai mis l'échelle contre l'entrée du petit grenier où il y avait la lucarne, je suis monté, j'ai soulevé la lucarne, je suis monté sur le toit et je me suis trouvé sur le toit de la bijouterie Boucheron. Et je me suis dit, si j'avais à cambrioler la bijouterie Boucheron dans un film, je passerais par cette cour intérieure et je rentrerais sans doute par les lavabos, puisque c'est comme ça que les immeubles sont généralement construits dans ces quartiers-là, à Paris. Et puis, après avoir fait cette exploration nocturne, avec un camarade d'ailleurs, nous étions deux, je suis rentré et j'ai écrit intégralement le cambriolage de la bijouterie du Cercle Rouge. C'était en été 1950, c'était en août 1950. Et puis en fin 50 ou en début 51, un film est sorti qui s'appelait Quand la ville dort, où il y avait un cambriolage de bijouterie. J'ai naturellement décidé de ranger dans mon placard le script que j'avais commencé d'écrire et de ne pas y toucher pendant de longues années, de façon que Asphalt Jungle, Quand la ville dort, soit oublié. Et puis 2 ans ou 3 ans après est sorti Durifie chez les hommes, qui était encore un cambriolage de bijouterie, ce qui fait que ça a remis le Cercle Rouge à 1970. Ça fait 20 ans. Et pendant 20 ans, je n'ai pas tourné de cambriolage de bijouterie à cause de ces deux films. C'est vous dire donc que le fait de voir des films policiers américains réussis pouvait m'influencer, puisqu'il pouvait même
influencé au point de m'empêcher de faire le film que j'avais envie de faire. L'imperméable, long pour le policier, enfin, est-ce qu'on est tenu Non, encore? vous savez, moi, à cause de ce qu'était le cinéma américain avant la guerre, dès Bob le Flambeur, en 54-55, j'ai commencé à habiller mes personnages comme ça, et puis petit à petit, de film en film, et sans que ça devienne un système, et sans que j'y réfléchisse tellement, je l'ai fait, je les ai sentis beaucoup plus à l'aise, tous autant qu'ils étaient, à partir du moment où je leur donnais cette espèce d'uniforme, que ce soit Reggiani, Belmondo, que ce soit Delon, que ce soit Montand. J'avais l'impression qu'ils se mouvaient avec plus de facilité quand ils avaient un manteau, un imperméable, pas obligatoirement un chapeau. Delon n'avait pas de chapeau dans le Cercle Rouge, ni dans un flic. Le chapeau, c'est tout à fait superfétatoire. Je crois que c'est un bel ornement. Je crois que c'est quelque chose qui finit bien la silhouette d'un homme. Quand le film se passe en hiver, sur un ciel gris, avec des arbres sans feuilles, avec des voitures qui freinent pour se ranger le long du trottoir. Un homme qui descend d'une voiture, s'il a un manteau et un chapeau, c'est plus impressionnant, c'est plus efficace. Je crois que c'est dangereux de se dire, quand on écrit un scénario et quand on tourne un film, je veux à tout prix y placer un morceau de bravoure entre la 7e et la 9e bobine, puisque c'est à peu près là qu'on les place généralement. Je pense que le morceau de bravoure, c'est le film en entier. Si un film est réussi, il est un morceau de bravoure. Vouloir à tout prix y mettre quelque chose qui peut passer à tort ou à raison comme morceau de bravoure, et surtout vouloir le situer à tout prix dans cette fameuse deuxième partie de film, début de la deuxième partie de film, je crois que c'est une erreur que de vouloir le faire. Il faut toujours essayer de raconter une histoire avec le maximum d'efficacité, et il faut toujours essayer de la raconter ensuite en images et en son, avec le souci constant de travailler pour des gens qui sont venus se distraire et qui ne sont pas venus tellement pour réfléchir quand ils font cet acte difficile de prendre leur voiture, ranger leur voiture, traverser en courant, faire la queue ou ne pas faire la queue, aller dans un cinéma. Je crois de plus en plus, enfin en vieillissant, qu'on peut, sans se déshonorer le moins du monde et sans faire de concessions, faire des films de distraction à partir du moment où ils ont ce label, entre guillemets, de film policier. Dans le Cercle Rouge, peut-être que le casse de la bijouterie peut être considéré comme un morceau de bravoure, je ne me rends pas compte, parce que je ne suis vraiment pas spectateur de mes films, je ne connais rien à mes films. Une fois que je les ai réalisés et livrés, d'abord je ne les vois pas. Il y a des films que je n'ai pas encore vus et que je ne verrai jamais, d'ailleurs, que j'ai fait. Il y en a que j'ai vus par accident, parce que j'étais obligé de le faire. J'ai vu pour la première fois Le Samouraï il y a 2 ans chez Delon. Donc, 4 ans après l'avoir tourné, je ne l'avais jamais vu. J'ai vu L'Armée des Ombres aussi, je me souviens, très longtemps après l'avoir fait. Je n'ai jamais vu Le Flic. Je crois que je le verrai jamais d'ailleurs. Et je n'ai vu Le Cercle Rouge qu'1 an et demi après l'avoir sorti. Je ne suis pas attiré par mes films. Je n'aime pas mes films. Mais j'aime les films des autres. Je garde de Melville sa voix, une voix absolument extraordinaire quand il me téléphonait et tout, mais c'était vraiment un plaisir de l'entendre, cette voix chaude, cette voix vraiment d'un timbre, vraiment d'une beauté extraordinaire. Je garde son regard, hein, son regard un peu amuseur comme ça, avec un faux cynisme. C'était un homme qui aimait bien provoquer, qui était un pince sans rire, comme on dit. Ça veut dire il est capable de dire des atrocités avec un air très sérieux.
quand il était, c'était de l'humour chez lui. C'était un personnage, c'était un seigneur aussi, un grand seigneur. Ça existe très peu. Avec quelqu'un d'autre, j'avais fait un entretien avec Melville sur le samouraï. Ça, c'est la première fois que j'ai parlé avec Melville, que j'ai rencontré, etc. Le studio de la rue Genève venait de brûler. Donc c'était après ces graves problèmes. Ça s'est très bien passé, mais c'était un simple entretien comme ça. Jusqu'au jour où j'ai eu une commande d'un éditeur anglais, parce qu'à l'époque j'étais le correspondant à Paris de Sight and Sound. Et Sight and Sound avait des livres de cinéma, c'était la collection, la série Cinema One. Et on m'a proposé de faire un livre entretien, c'était en début 68, un livre entretien avec François Truffaut. Je contacte, j'étais très content, pour moi c'était vraiment quelque chose de formidable. Je contacte Truffaut, que je connaissais, que j'avais croisé plusieurs fois à la Cinémathèque, avec qui, disons, j'avais des rapports plus faciles qu'avec Melville, qui était un personnage très impressionnant. Surtout quand on est jeune comme ça, on regarde ce type avec son chapeau et tout, on est vraiment impressionné par cette figure comme ça, imposante. Et Truffaut, c'était autre chose, c'était quelqu'un qui était assis à côté de nous à la Cinémathèque, qui voyait des films comme nous. Donc je dis oui, je contacte Truffaut, ça tombe sur mai 68, donc il me reçoit seulement après mai 68, et je vais chez lui pour faire le premier entretien de ce livre. Et l'entretien, on commence, et c'est ça très difficile, la communication ne passe pas très bien, le dialogue ne s'instaure pas d'une façon très forte. C'était vraiment quelque chose, c'est une des rares fois où je me sentis vraiment mal dans ma vie. Bon, on a dit, il faut préparer mieux ça va pas. À la fin, on s'était rendu compte que c'était pas ça. Et je sors complètement désespéré. Et c'est là que j'ai eu l'idée, c'est ma femme qui m'a donné l'idée, elle dit, tu as eu un très bon contact avec Melville, tu aimes ses films, pourquoi tu ne le téléphones pas et tu n'essayes pas de faire le film, un livre avec lui? C'est ce que j'ai fait. D'abord, je demande l'autorisation à Londres, qui me donne tout de suite l'autorisation, je dis, très bien, ce que nous voulons, nous, c'est un bon livre. Si tu sens mieux Melville, tu te sens mieux en discutant avec Melville qu'avec Truffaut, fais Melville. Et qui m'a dit ça? C'était un des directeurs de la collection, c'était Tom Milne, et je profite pour lui rendre hommage, parce qu'un de ses projets les plus chers, c'était de faire un livre entretien avec Melville. Mais, en tant que directeur de la collection, il me l'a donné, cette possibilité. Parce qu'il a pensé d'abord collection plutôt qu'à lui. Donc, ça fait partie de la famille de ceux qui mettent leur vie professionnelle au-dessus de leur vie privée ou de leur truc. Melville était comme ça, Tom Milne était comme ça, moi je suis comme ça. Et en effet, je contacte Melville, je vais le voir, on décide de faire des entretiens film par film, et ça se passe admirablement bien. C'est-à-dire, c'était formidable d'un tas de façons, parce qu'au même temps que je faisais le livre, il m'a appris un tas de choses essentielles sur la vie et sur la façon de se comporter devant la vie. C'est-à-dire qu'il a contribué à mon éducation de jeune homme. Il faut dire qu'à l'époque, Luanda, ça aurait été ridicule. Je n'avais pas de chapeau. Hein. C'est-à-dire, d'abord, j'avais tous mes cheveux, et après, je n'avais pas de chapeau. Et le chapeau, ça m'est venu plus tard, parce que... mais ça n'a rien à voir avec Melville. Ça, c'est une chose que je tiens toujours à dire. J'utilise le chapeau, ça a à voir avec l'Amérique, oui, mais pas avec Melville. Et d'ailleurs, je pense que Melville, c'était la même chose. Disons que ce que nous alliait entre nous, Melville et moi, c'était le même amour de l'Amérique et le même respect du cinéma. C'est des choses fondamentales. C'est pas important d'aimer les mêmes films, mais c'est important d'avoir le même respect pour cet art que pour nous a changé notre vie, a fait tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et j'ai ce respect pour le cinéma extraordinaire. J'aime beaucoup le cinéma américain et bien sûr cet amour de l'Amérique, d'une Amérique qui n'existe plus, qui est une Amérique idéalisée, qui est une Amérique vraiment que nous avons portée jusqu'à ce qu'elle a de plus beau, en oubliant parfois ses défauts. Et Melville définissait très bien, l'Amérique c'est le sublime et l'abominable. J'aime beaucoup cette définition. C'est entre l'Armée des Ombres et le Cercle Rouge, et pendant le Cercle Rouge, que le livre s'est vraiment fait. Le plus gros du livre.
Ça sera toujours, jusqu'à la fin des temps, le film se situe entre l'Armée des Ombres et un flic. Tandis que pour certaines générations, ça sera un très grand film, pour d'autres générations, ça sera un film moins important. Ça changera selon les goûts, les époques, etc. Mais là, chronologiquement, on peut le situer. Mais pour moi, c'est le début de la fin. D'ailleurs, Melville, il m'a 2-3 fois piqué un peu, avec un petit peu d'ironie, mais aussi de tristesse, en disant, je suis sûr que vous n'aimez pas beaucoup le Cercle Rouge. Parce que vous faites partie de ces intellectuels, ce que pour moi, c'était quand même pas une gentillesse de dire que j'étais un intellectuel, mais vous faites partie de ces intellectuels que dès le moment qu'un cinéaste a du succès, il ne vous intéresse plus. Donc, comme le Cercle Rouge, c'est un grand succès, c'est un des plus grands succès de cinéma français, hein, donc je suis sûr que votre côté intellectuel est plus fort que le reste, et que même si vous n'avez pas le courage de me le dire, hein, vous considérez que c'est moins important que les autres films. Il n'avait pas tout à fait tort. Mais il y a une chose sur laquelle ni lui ni moi nous avons compté, c'est sur le temps. Il est évident qu'aujourd'hui, quand on voit le Cercle Rouge, on s'aperçoit qu'il était même plus important que les gens qui le croyaient important à l'époque le pensaient. C'était vraiment un sorte de goût à outrance du perfectionnalisme, du classicisme. Parce qu'on ne peut renouveler qu'en restant classique, en respectant les formes du classique. C'est là qu'on peut faire des choses qui restent, qui sont durables, qui ne dépendent pas des modes. Il y a des gens, pour moi, Godard, c'est le plus grand chercheur. C'est un homme de laboratoire. Il a fait un tas de choses, il a inventé un tas de choses, comme les pionniers du cinéma. Et après, il y a d'autres qui ont consolidé ces inventions. Pas forcément Godard. Il y a d'autres qui, en partant des choses que Godard a créées, hein, en respectant des règles de travail, que c'est vraiment de ne rien laisser au hasard, de ne rien laisser passer, d'être d'une exigence totale, d'une grande rigueur. En utilisant ces méthodes-là, c'est là qu'on peut faire des choses qui sont durables et qui résistent au temps et au rythme du temps. Parce que le temps, c'est le seul juge valable. Hein? Et bien sûr, c'est toujours par référence à d'autres choses. C'est la fin d'une époque, c'est la fin aussi de la carrière de Melville, parce qu'après, il fait encore un film, un flic, dont il y avait aussi des choses, alors là, il y avait plus de choses qui me déplaisaient dans un flic que des choses qui me plaisaient, mais que j'ai revu après 20 quelques années récemment, et que je trouve que c'est un très beau film. J'étais souvent sur le tournage de Cercle Rouge, où l'ambiance n'était pas tout à fait très bonne, mais pas tout à fait mauvaise. Il y avait des conflits. Il est évident que ça n'allait pas du tout entre Jean-Marie Volonté et Melville, que quand j'arrivais au studio et que je rencontrais d'abord Volonté, qui était assis souvent par terre sur le trottoir en attendant et qui disait tu as une cigarette ou tu me donnes une cigarette, tu veux fumer, et je fumais une cigarette avec lui parce qu'à l'époque je fumais beaucoup. Et là, Melville, il était un peu distant toute la journée parce que j'étais avec Volonté. Et si d'abord j'ai rencontré Melville, c'était Volonté qui était distant. Donc il fallait être un peu diplomate dans ces tournages-là. Avec Montand, Delon, Bourvil, c'était autre chose. Pour le Cercle Rouge, j'ai des souvenirs, mais des choses comme des flashs comme ça. Vu que j'étais très préoccupé par le livre, et que certainement il y a des choses auxquelles je n'ai pas prêté l'attention qu'elles méritaient. Je sais que j'aimais beaucoup faire de l'humour, que parfois l'humour était mal placé. Je me souviens très bien quand il y a eu les casses, qu'on a tourné les casses chez ces grands joailliers à Place Vendôme à Paris. J'arrive comme ça, je croyais que j'étais drôle, et j'ai failli que la police me tombe dessus et tout, ça a failli faire un truc. J'ai dit, c'est ici le casse.
Et alors là, je vois les vendeurs avec tous les diamants et tout, qui regardent comme ça, qu'il y avait un qui déjà allait appuyer sur un bouton, c'est dire, mais c'était l'horreur. Et moi, j'ai arrêté tout de suite de plaisanter, c'était pas drôle non plus. Mais après, c'est dire, ce que je me souviens par rapport au tournage, c'était la précision de Melville dans des petits détails. C'est drôle, c'est la première fois que je pense à ça. Quelqu'un m'avait expliqué le travail de Trauner dans Irma la Douce, que je croyais, quand j'ai vu le film, j'ai reconnu même des filles des prostituées au Hall à Paris. Et après, j'ai appris que le film était entièrement tourné aux États-Unis, dans un studio, et que seulement il y a une scène quand Jacques Lemmon sort de l'eau, que ça a été tourné à Paris. Et j'avais reconnu même des endroits, tout. Et on m'a dit, c'est extraordinaire. Trauner, il a été à Paris, il a acheté une petite corde, des petites choses. Il a amené dans une valise 3 ou 4 choses. Et c'est ces 3 ou 4 choses insignifiantes que nous, on ne serait pas rendu compte, qui donnent toute la véracité à son décor. Eh bien, Melville me donnait cette même impression dans le tournage. Il arrivait, par exemple, avant de commencer le tournage, il allait vers Delon, il faisait seulement ça. C'était rien du tout. Une petite touche. Et il prêtait beaucoup d'importance l'accoutrement, les vêtements, la façon comme les gens étaient. Et par exemple, arrivaient comme ça, en montant, à volonté. Alors là, ça se passait tellement, Monté ne supportait pas ça. Il pensait que Melville était là pour s'amuser. Il dit, mais je m'en fous, moi je suis un acteur, je ne tiens pas à tenir compte de mon... Et je dis, mais j'ai fait ça, il disait Melville, mais je fais ça pour votre bien. Vous ne voyez pas Delon, vous ne voyez pas Montant, comme ils sont bien. Vous voulez paraître à côté d'eux, paraître quoi? C'est pour que vous soyez bien, c'est pour que je suis en train de vous valoriser, pas en train de vous embêter ou de vous dévaloriser. Il ne comprenait pas. Mais, 20 ans plus tard, Melville était déjà mort depuis longtemps, je retrouve Volonté, qui m'a reconnu. Bon, on avait passé tellement de moments sur le tournage et tout, à Genève, juste avant qu'il gagne le prix à Cannes pour la mort de Mario Ricci. Et il me dit, mais c'était un grand metteur en scène. Je n'avais pas compris à l'époque, mais il avait raison. Mais c'est vrai que c'était très difficile pour moi d'accepter son autorité pendant le tournage. Parce que Volonté, le problème, c'est vrai, c'était pour un gauchiste, pour un homme qui était dans toutes les révolutions. Il ne pensait qu'à une chose, il avait un jour de congé, c'était d'aller en Italie, manger du spaghetti en Italie, de mettre les pieds sur terre italienne. Alors, plus nationaliste que ça, mais c'est dire ça, c'est des choses qu'on attribue d'habitude à l'extrême droite, pas à l'extrême gauche. Et il était, dans toutes les choses, c'était comme ça. Par exemple, il me disait, moi, pendant le tournage du Cercle Rouge, je dis, moi, je ne suis pas comme, moi, j'ai horreur, je ne suis pas une star. Moi, j'ai rien à voir avec Star System. Ça, c'est pour les Américains. Moi, je suis... ce qui m'intéresse, c'est le rôle, c'est d'être moi-même, de jouer avec des gens, des films politiquement engagés, etc. Et après, je dis, il te filme... Ah non, je ne le fais pas parce qu'il ne me paye pas assez. Donc, c'est-à-dire que il y avait une contradiction. D'un côté, ça n'intéressait pas l'argent. D'un autre côté, il discutait le problème du statut de star qu'il avait. Donc, il n'accepte pas. Là, il y avait un côté que Jean-Luc Godard a aussi, hein, cette sorte de contradiction permanente, hein, entre son vrai statut et le statut qu'il aimerait avoir. Pendant le tournage Cercle Rouge, la scène qui s'est prêtée au plus grand nombre d'anecdotes, c'était la scène avec les danseuses. Hein, c'est des danseuses, c'est des professionnels de Paris. Et quand elles sont arrivées pour filmer cette séquence, dans le cabaret tenu par François Perrier, elles étaient d'une beauté, mais à tomber par terre. C'était une plus belle que l'autre. Elles étaient habillées avec les costumes qu'on voit sur le film et tout. Et c'était très drôle, parce qu'il y avait la réaction d'abord, il y avait la réaction de Montant, qui était là comme ça, très discret, et toutes les filles disaient « Ah Yves, comment ça va ah, ?» Et lui, il était très gêné, mais elle les connaissait toutes les connaissaient, toutes. Il connaissait d'une façon que laissait croire qu'elle était intime, parce qu'elle venait faire la bise et tout, et lui, il voulait donner une image de l'acteur très sérieux qu'on ne connaissait pas. Et c'était extraordinaire, c'était un moment
impayable vraiment. Surtout pour mon temps que tenait beaucoup à son apparence. Comme ça et tout. L'autre, c'était Delon, que bien sûr, il y a une des filles, que c'était une de ses préférées, une noire très très belle, qui est partie avec lui dans le truc, et Delon a disparu pour une partie de l'après-midi. On l'a plus vu avec la fille, disparue, jusqu'au moment où il y a eu les rushs de la journée, et que Melville dit, mais où est M. Delon, où est M. Delon? Et là, Bourvil, qui était dans un coin, il a dit simplement, M. Delon, il broie du noir. C'était tout comme ça, c'était marrant pour voir ça, parce que c'était vraiment, il y avait, ce qui m'a frappé, il y avait vraiment l'entourage Bourvil, qui était surtout les techniciens, c'était un homme simple, qui aimait beaucoup son jardin, qui aimait beaucoup les roses, planter des roses, des plantes, des fleurs, des trucs, et qui était en train de parler comment il fallait arroser, comment il fallait préparer, comment il fallait bâcher la terre, etc. C'est-à-dire, c'était ça qui l'intéressait. Le côté cinéma, avec les paillettes, tout ça, ça ne l'intéressait pas du tout. Il y avait Delon qui était la star, et ça n'allait pas non plus entre Volonté et Delon. D'après Melville, ce qu'il m'avait dit à l'époque, c'est que Volonté avait eu une histoire avec Mireille d'Arc avant Delon et que c'était Volonté qui n'était pas content vis-à-vis de Delon. Bon. Et après, c'était très compartimenté comme tournage. Comme Melville écrivait pour les acteurs, parce que c'est vrai que le Cercle Rouge, le commissaire Mattei, c'était un rôle qui était destiné à Lino Ventura. Hein? Le Giacomo Volonté, il était destiné à quelqu'un d'autre, je ne me souviens pas maintenant, mais Paul Maurice devait faire Yves Montand. Et donc il y avait vraiment c'était qui pour le truc, c'était Belmondo. Voilà, je me souviens maintenant. Le rôle de Volonté, c'était fait pour Belmondo. Mais Melville n'a jamais pardonné. Pardonner, ça veut dire... il a toujours regretté plutôt que pardonné, il a toujours regretté que Borsalino a été fait. Parce qu'un jour, il avait dit qu'il aimerait mettre les deux ensemble, qu'il était fâché un peu. Et on lui avait dit, mais je pense qu'on n'aurait jamais accepté. Et je crois qu'il avait dit ça à Delon, et Delon est allé à régler le problème, a réussi à faire le film, mais avec Jacques Deray. Et lui, le Borsalino n'avait pas été fait, c'est le Cercle Rouge qui aurait été le premier, le film où Delon, superstar, et Belmondo, superstar, se seraient retrouvés. Hein? Mais comme il écrivait pour les acteurs, ça veut dire que les acteurs disaient les phrases exactes parce qu'ils savaient très bien. Melville, son problème, c'est pour ça qu'il y a peu de femmes dans ses films auxquelles jouent des rôles secondaires. C'est pas parce qu'il n'aimait pas les femmes, il aimait beaucoup les femmes, mais il ne savait pas écrire pour les femmes. Les femmes, c'était des martiennes pour lui. Il ne savait pas. Alors, il avait du mal à mettre des dialogues. Alors, je sais que des fois, il travaillait avec un collaborateur à lui, qui s'appelait Léo Fortel, qui est toujours vivant, et Léo Fortel jouait la femme. Quand il répétait des scènes, il y avait des dialogues, ça n'allait pas, ça sonnait faux. Alors, plus ça sonnait faux, plus il diminuait le rôle de la femme dans les films. Hein? Ou alors, bien sûr, la femme en tant que l'amie fidèle, la grande sœur, ça d'accord, ça c'était autre chose. Celle sur qui on peut s'appuyer. Mais pour une histoire d'amour fou, c'était pas son monde. Et il préférait ne pas parler de ce qu'il connaissait mal. Pour la photo du film, là, c'est-à-dire, il a travaillé avec son premier collaborateur. C'est ce qu'il disait dans le livre. Premier, non seulement parce qu'il a été le premier, c'était Henri Deca, hein, qui a été l'homme avec qui il a fait les premiers films, qui a fait le Silence de la mer. Ils ont travaillé. Mais le premier aussi, parce que c'était la personne qui a été le plus proche de lui. Ils ont vécu des moments extraordinaires ensemble, ils ont créé ensemble, ils ont inventé ensemble, ils ont vécu cette aventure du renouveau du cinéma français, de la création, de la naissance de la nouvelle vague, ensemble. Donc, si on dit demain qui sont les pères de la nouvelle vague, on pourrait dire Jean-Pierre Melville, réalisateur, Henri Deca, cameraman.
C'est eux qui ont tout changé dans le monde du cinéma français. Et donc il était très déçu. Ça allait pas du tout bien pendant le Cercle Rouge. Il était devenu un personnage reconnu, je peux dire, très célèbre dans le cinéma français et ailleurs, parce qu'il a tourné même avec des cinéastes. Chaque fois qu'un cinéaste étranger venait à Paris, c'est un des chefs opérateurs qui allait chercher. C'était Henri Descamps. Mais pour lui, c'était un vieux monsieur fatigué, chose que Melville n'était pas. Et ce qui regrettait le plus dans l'équipe technique, les anciens qu'il a repris parce qu'il était fidèle à ses collaborateurs, c'est qu'ils étaient devenus tous pratiquement de vieux monsieur fatigués. Il est évident que les buts, un des buts qu'a toujours eu Melville, comme beaucoup d'autres cinéastes, hein, même si Chabrol dit que c'est une connerie, mais c'est vrai que beaucoup de cinéastes ont voulu faire ça, c'est un film en noir et blanc en couleur. Et Melville, c'était différent, il explique très bien ça. Il voulait un film où les couleurs soient très, très, très dissoutes, comment dire, très floues. Hein? Il y a seulement un ou deux éléments où la couleur serait un petit peu accentuée et que c'est par ces un ou deux éléments qu'on verrait qu'il s'agit d'un film en couleur. Donc il y avait vraiment une volonté de travailler la couleur. Mais pour ça, il faudrait un chef opérateur qui veuille prendre des risques, veuille aller. Et ça, en choisissant des gens de sa génération, il n'est pas tombé sur les bons éléments. Mais j'ai eu toujours l'impression, dans le tournage de Melville, que tout était préparé d'avance. Beaucoup de choses. Au niveau de l'éclairage, au niveau des séquences, tout. Et Melville était là, un peu comme un cinéaste américain. Hein. Je pense que lui, il allait sur la salle de montage, contrairement à John Ford, qui n'a jamais mis les pieds dans la salle de montage. Mais il savait exactement ce qu'il avait. Hein, ce qu'il aurait eu à l'image et ce qu'il fallait garder ou pas garder. Après, s'il allait voir, c'était le montage qui pour lui c'était très important pour Melville. Il disait toujours c'est la respiration d'un film. C'est l'élément le plus important. Ce qui pour lui il était le plus ennuyeux, c'était le tournage. Comme pour Hitchcock d'ailleurs. Hitchcock disait vraiment le tournage c'est quelque chose que m'ennuie. Pour moi le film il est déjà fait, il est dans ma tête. Et sur le papier parce qu'il faisait beaucoup de dessins. Alors, quand je dois aller au tournage et tout, c'est ça. Et pour Melville, c'était exactement la même chose. C'est pour ça que je dis, Melville était un grand cinéaste américain égaré en France. Ce qui a joué un mauvais tour dans Melville, et parce qu'il était pris dans un engrenage, il rêvait, comme beaucoup d'autres, de repartir à zéro, en tournant un film en 16 mm, noir et blanc, sans moyens, avec des acteurs inconnus. Au fond, il aurait rêvé, mais c'était un rêve d'enfant qui n'était plus réalisable, de recommencer, de partir à zéro, repartir à zéro. Hein? Parce qu'il savait que dans ce système où il était arrivé au top. Et le Cercle Rouge était vraiment, il avait eu aussi, lui, hein, un grand succès commercial. Donc artistique et commercial. Donc il voulait faire mieux la fois suivante. Et c'est pour ça que l'échec commercial d'un flic, où il y a dans un flic, parmi les plus belles choses qu'il a faites, l'ouverture d'un flic, c'est ce qu'il a fait de plus beau. Il y a aussi des choses qui sont un peu ratées. Hein. Ça l'a fait peur et c'est pour ça qu'il avait des difficultés à continuer. Et je pense que quelqu'un... C'est parfois, quand on arrête ou quand on meurt, c'est parce qu'il y a quelque chose parce qu'est arrivé le moment. C'est le moment juste. Je ne dis pas ça parce qu'il était très jeune pour mourir, Melville. Mais je pense que c'est dans l'impossibilité de ne pas savoir où aller, dans quelle direction aller, pour aller plus loin, pour faire mieux que le Cercle Rouge. Au fond, qu'est-ce qu'il voulait faire? Un film qui soit plus fort artistiquement que le Cercle Rouge. Et qui soit plus important commercialement que le Cercle Rouge. Donc il était tombé dans un... Après, il aurait fallu faire encore plus. Jusqu'à l'infarctus, jusqu'à la mort. Et bon, c'est passé. C'est pour ça qu'à la fin, je sais, il y a quelqu'un qui lui a dit, quand il préparait le film qui a fait Labro après, avec Yves Montand et Catherine Ross, qui était Melville au départ qui devait le tourner. Je ne sais pas si c'est le même scénario ou pas, mais c'était Melville qui devait faire un film avec Montand et Catherine Ross. Et c'est Labro. Il y a quelqu'un à Paris, dans la librairie de cinéma, qui a demandé à Melville, mais il y a un flic. Je dis, un flic, c'est quoi un flic? Je dis, votre film, j'ai jamais fait un film qui s'appelle Un flic.
c'est pas moi. Non, 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 c'est pas moi. Avec un sourire, bien sûr, il rigolait. Mais ça veut dire quelque chose aussi. Ce qui est dommage pour Melville, c'est que s'il devait mourir jeune, il aurait fallu qu'il meure après le Cercle Rouge. Ou alors qu'il puisse faire un autre film, un 14e, que ce soit vraiment la somme de tous ces films, que ce soit le Fanny Alexandre de Melville. Ça aurait été formidable. C'est ce qu'est la chance de Bergman, c'est d'avoir fait un film qui, bon, et après il a fait d'autres choses, mais c'est ce qui reste, qui est le film qui réunit tout ce qu'il a fait et qui est vraiment le sommet de son œuvre. Et ça, pas tous les cinéastes ont la chance d'avoir cette rencontre avec le destin, avec leur destin. La première rencontre, je m'en souviens très bien, c'était, il était en train de faire les post-synchronisations de l'Armée des Ombres, qu'il venait juste de terminer. Ça devait être, à mon avis, en novembre 69, il me semble. Et Melville était un grand amateur, un grand amoureux de post-synchronisation, contrairement à beaucoup de metteurs en scène, et de metteurs en scène français en particulier, qui ont horreur de post-synchroniser, qui préfèrent le son direct. Lui adorait faire redire leur texte, améliorer, changer des phrases. Il était très très habile pour ça. Et donc, je me souviens très bien avoir assisté à comme ça, une séance de post-synchronisation dans le noir. Bon, et puis à un moment donné, la lumière s'est rallumée. Et donc, j'ai vu pour la première fois Jean-Pierre Melville. Et c'était quand même quelqu'un de très très impressionnant et d'assez réfrigérant même. Il pouvait être très charmant, très charmeur et très affectueux d'une certaine façon, mais pouvait être aussi très très réfrigérant. Et là, il était plutôt dans le genre réfrigérant et dans le genre posture un peu gaulienne, vous voyez, c'est-à-dire est-ce que vous avez réalisé que vous postuliez pour être l'assistant de Jean-Pierre Melville? Il parlait de lui à la troisième personne. Bon, alors c'était pas vraiment un contexte très très sécurisant, mais j'avais très envie de faire ça. C'était une occasion unique de travailler. J'avais déjà fait des films, et des films avec des metteurs en scène importants, mais Melville, c'était déjà à cette époque. D'ailleurs, je crois que ça a toujours été un mythe. Les metteurs en scène avaient l'habitude, généralement, d'indiquer le plan qu'ils voulaient, et puis ensuite, le plateau appartenait à l'assistant, et c'est lui qui réglait entièrement les plans. Et donc on l'allait chercher, le metteur en scène, dans sa loge. On lui disait, monsieur, le plan est prêt à tourner. Donc il venait, il faisait une répétition, il tournait ou il tournait pas. Et dans le cas de Melville, c'était particulièrement clairement établi comme ça. C'est-à-dire qu'on allait le chercher au dernier moment. Il disait, vous êtes bien prêt? On disait, oui, monsieur Melville, on est bien prêt. Et croyez-moi, avant d'aller le chercher, on avait vraiment vérifié qu'on était bien prêt. On avait multiplié les répétitions. Bon. Et vérifier tout ce qui éventuellement pourrait ne pas aller. Et Melville ensuite arrivait, faisait une répétition, et soit il tournait, et en général il faisait une seule prise, c'était son habitude, puisqu'on considérait que c'était absolument inutile de faire ce qu'on appelle des prises de sécurité, ou en général la première prise était la bonne et il s'arrêtait là. Ou bien la répétition ne lui convenait pas, il repartait dans sa loge. Ce qu'il faisait n'était pas commun. Donc chaque journée est surprenante. Alors, elle était surprenante pour des tas de raisons, mais du coup, on n'était jamais déçus si bon, ça se passait jamais comme on l'avait prévu. Mais plus sérieusement, au niveau de sa mise en scène, il ne prenait jamais C'était toujours intéressant de se dire, on relisait son scénario la veille ou le matin, et on se disait mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Parce que les séquences ne paraissaient pas bien étonnantes. C'est de ça dont je me souviens le plus. Les séquences, si vous prenez en soi les séquences dans le train entre Bourvil qui convoie Jeanne-Marie Volonté, si vous prenez le texte du scénario, c'est pas bien extraordinaire. C'est pas un metteur en scène commun, pas spécialement maladroit, va faire
une scène très courte. Alors que Melville avait toujours ce sens, il avait une phrase que j'adore, il disait « Mon coco, on va dilater ». Alors dilater, ça signifie que d'une toute petite chose qui prenait 3 lignes dans le scénario, il faisait une grande affaire. Et effectivement, il y a un suspense formidable dans les scènes du train, au début, où vraiment c'est magnifiquement filmé, je trouve, et la situation est toute simple, il dilate. Il se voulait américain un peu, il était très admiratif de l'Amérique, donc c'est très curieux, les polars de Melville sont à la fois très français et dans la mesure où ils sont installés dans une mythologie, cette mythologie n'est pas française, elle est très très inspirée du cinéma et des mythes américains, des mythes du film noir américain. Alors lui était de toute façon très pétri d'Amérique, c'était quelque chose qui le faisait fonctionner profondément. Il avait une énorme voiture américaine, et l'un de ses plaisirs favoris à cette époque-là, le périphérique autour de Paris était en construction. Et donc, l'un de ses bonheurs, c'était en pleine nuit de m'emmener sur le périphérique, d'aller se balader dans le périphérique, et comme il n'aimait pas être seul, il m'emmenait dans la balade. Et donc, au volant de son énorme voiture américaine, et en mettant à fond la caisse, la stéréo, qui était une nouveauté à l'époque, les cartouches stéréo 8, je crois que ça s'appelait. Voilà, alors là, tout à coup, il était ailleurs. Il disait, croyez-vous que c'est beau, mon coco, croyez-vous que c'est beau, parce que ça allait évoquer tout à coup l'Amérique. C'était un périphérique, il y avait un large boulevard, et ça allait évoquer Los Angeles. C'était quelqu'un qui était assez touchant de ce point de vue. Touchant, je ne veux pas dire par là qu'il était naïf, mais il avait quelque chose d'un peu naïf au très bon sens du terme, dans son admiration de l'Amérique, oui. Le problème, c'est que Melville avait horreur de tourner les films. C'était un cauchemar pour lui, parce que Melville vivait la nuit, c'était un homme de la nuit. Donc, lorsqu'il ne tournait pas, pratiquement, il passait sa journée au lit, en pyjama, toutes les fenêtres fermées, tous les volets fermés, et il vivait entouré de journaux, voilà. Et puis, lorsque la nuit tombait, il s'habillait et il sortait. C'était un oiseau de nuit. Donc déjà, le fait de se lever pour aller tourner et d'être exposé au jour était quelque chose de tout à fait intenable pour lui. Alors en studio, c'était plus supportable, disons. Mais quand on tournait vraiment en extérieur, et quand on faisait des horaires en commençant comme on commence à 9h du matin ou quelque chose comme ça, là c'était vraiment dramatique. Il avait horreur de ça, il détestait ça. Et de toute façon, la mécanique du tournage ne l'intéressait pas du tout. Ça ne lui plaisait pas. Ce qui lui plaisait, c'était de faire des films. Mais si vous voulez, c'était l'objet fini. Et c'était surtout le montage, beaucoup. Il travaillait pendant des mois et des mois et des mois au montage. Le montage était installé chez lui. Il descendait à toute heure du jour et de la nuit au montage. Et c'est là que se faisait le film pour lui. Et dans un rapport intime avec ses images. Mais la confection du film n'était pas du tout quelque chose d'intéressant pour lui. C'était quelque chose de douloureux, de pénible, d'agressif, et qui le rendait très souvent très désagréable. Et c'était un homme passionnant, tout à fait passionnant. C'est le tournage qui le rendait... Le tournage le mettait dans des états épouvantables. C'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène. C'était quelqu'un qui a une forte idée de ce à quoi il veut arriver. Et les choses ne vont jamais aussi vite, elles ne vont jamais aussi loin, elles ne sont jamais aussi exactement conformes à ce qu'il imagine. Et il a toujours le sentiment qu'autour de lui, les gens ne réagissent pas suffisamment vite et ne comprennent pas suffisamment bien ce qu'il souhaite. C'est une réaction assez... que je peux comprendre très bien. Il y avait un système Melville, c'est-à-dire que
C'est très bizarre. Un acteur avec Melville, il n'avait pas besoin de s'exprimer, devenait un acteur de Melville. Un décor devenait un décor de Melville. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il avait un style qui était très fort et qui recomposait le monde et les choses autour de lui se recomposaient suivant un regard melvillien. Alors ça paraît un peu métaphysique, ce que je vous dis, ou abstrait, ou un peu farfelu, mais c'était vraiment comme ça. Alors il n'arrivait pas avec un découpage, vous voyez, comme par exemple j'avais été stagiaire dans un film d'Henri-Georges Clouzot, que finalement Clouzot n'a pas fini, L'Enfer, que Chabrol a tourné plus tard. Et Clouzot, tout était dessiné, tout était absolument installé, préparé, avec des plans, des élévations, des croquis. Bon, mais pas du tout Melville, pas du tout. Melville avait une idée de la scène, Et puis après ça, il donnait cette idée, on organisait les choses, il regardait et il pouvait tout changer très rapidement. Il avait des intuitions géniales. Sans doute le metteur en scène le plus fort que j'ai rencontré, il y avait des vraies intuitions, d'installation dans l'espace des mouvements, des acteurs, vous voyez, d'utilisation de l'espace. Ça y était vraiment fort. Il en connaissait un rayon. Pour être tout à fait honnête, j'étais surtout frappé de la manière dont il transformait un scénario que je trouvais assez banal et même pas très très bon, et en un truc formidable, quoi. C'est de la pure mise en scène pour moi, le Cercle Rouge. C'est vraiment du cinéma, de la mise en scène. Ça n'existe que par la force de la mise en scène, du travail de la caméra, de la lumière, des décors, de la façon dont évoluent les comédiens. Si vous regardez attentivement le Cercle Rouge, beaucoup plus que par l'intérêt proprement dit de l'histoire. Si vous mettez l'histoire à plat, la première fois que j'ai lu le scénario, j'étais un peu... Je me disais, mais comment on peut faire un film avec ça? Vous voyez, et chaque jour après, j'étais quand même très surpris de voir à quel point il savait transformer quelque chose qui paraissait assez simple et peut-être déjà raconté en une chose tout à fait étrange et qui appartenait à son univers. Comment il s'appropriait les choses. Le terme diriger des acteurs ne convient pas du tout au travail de Melville, en fait. Je crois qu'il faudrait mieux dire inspirer les acteurs. Vous voyez, je n'ai jamais entendu donner une indication à un acteur. C'est encore la même chose que les acteurs devenaient des acteurs melvilliens. Alors il avait des trucs pour ça, mais des trucs alors des acteurs comme Delon, qui avait déjà travaillé avec lui, étaient naturellement des acteurs melvilliens. Donc ils arrivaient, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils repartaient. Quand Melville choisissait un acteur, que ce soit un acteur de premier plan, un acteur de second plan, une silhouette, il avait un instinct très sûr et il ne les dirigeait pas du tout. C'était le fait de les choisir, eux, pour faire tel rôle qui faisait que tout à coup l'acteur rentrait dans son système. Donc il avait par exemple, il avait un sens extraordinaire pour confier tout à coup un rôle important à un figurant. Quelqu'un qu'on avait toujours vu comme figurant, tout à coup il disait « Monsieur », parce qu'il connaissait tous les figurants. À cette époque-là, il y avait des figurants professionnels. Donc on les connaissait, leur nom, leur prénom, etc. Bon. Et on les revoyait à chaque film, on disait « Pour telle séquence, je voudrais monsieur un tel ». Bon. Et Melville les connaissait très très bien, en aimait certains d'entre eux, les réclamait, et quelquefois leur donnait un rôle. Alors, vous voyez, c'était le fait que tout à coup, ces gens qui s'étaient résignés, qui étaient souvent des acteurs un peu ratés, ou des gens de music-hall, pour qui ça ne marchait plus, etc., tout à coup, ils étaient magnifiés, là encore, par un rôle qu'ils n'avaient pas attendu, un costume qu'on leur faisait, il devenait important, et ils s'intégraient, ils changeaient. Melville les métamorphosait, mais sans avoir besoin de parler. Il avait des idées. Dans le Cercle Rouge, il y a un chef d'orchestre, un très bon chef d'orchestre d'ailleurs, André Ekian, qui joue un rôle de gangster comme ça, et qui est très impressionnant, parce que sa tête était bien, et il utilisait sa maladresse d'acteur.
C'était tout à fait étonnant. Le propre d'un très grand metteur en scène, c'est que c'est très difficile de dire par où ça passe. C'est compliqué. Simplement, il a des idées qu'on n'a pas. Voilà. Tout à coup, il vous étonne. Le metteur en scène vous étonne. Quand on est assistant et quand on a soi-même l'idée qu'on va faire des films plus tard et que donc on est dans une sorte de phase d'apprentissage comme ça, on regarde attentivement comment font les gens avec lesquels on travaille. Ce qu'on peut attendre de mieux d'un metteur en scène, c'est qu'il vous épate. Melville était un amoureux des bêtes, c'est un ami des bêtes. Il traitait d'ailleurs beaucoup mieux les bêtes que les gens en général. Et il avait alors, bon, sa maison était envahie de chats, il aimait les bêtes. Et alors il aimait aussi les reptiles, les animaux divers que les régisseurs étaient allés chercher sur les quais. Voilà, et qu'ils avaient ramené, dont on avait bourré ce fameux placard. Alors il y avait un mélange d'animaux animés par des par des marionnettistes, plus des vrais, mêlés à des vrais. Mais évidemment, ils étaient... Alors, bon, ceux qui étaient animés par des marionnettistes avaient des mouvements qui n'étaient pas toujours très vrais. Quant aux véritables animaux, ils n'avaient qu'une idée, se planquer dans le placard et surtout ne pas sortir. Donc il fallait bien les pousser, les piquer, etc. Et si par hasard on avait le malheur d'attraper un animal quelconque et de le tirer un peu fort, Melville disait oh, « Vous n'y pensez pas, vous lui tirez sa petite patte ». Alors bon, donc c'était assez... C'est anecdotique ce que je vous raconte évidemment, mais après tout c'est ce que vous me demandez. et non, c'était difficile, c'était grotesque, c'était comme sont souvent ce genre de séquences, c'est-à-dire que c'est à mourir de rire et en même temps c'est très tendu parce qu'on a beaucoup de mal à arriver à ce qu'on veut. Et par là-dessus, Montand étendu sur son lit avec la bave qu'on lui mettait au coin des lèvres, bon. Je garde un souvenir tellement échevelé et grotesque de cette journée de tournage que je suis toujours stupéfait du résultat et de voir l'effet que ça fait sur le public encore aujourd'hui, ces scènes qui étaient bricolées. Je me souviendrai toute ma vie de Melville arrivant donc là-haut. Il y a une vue magnifique là, sur les toits de cette place Vendôme et réclamant son fauteuil. Donc, c'était quand même un spectacle tout à fait extraordinaire de le voir installé là-haut sur un toit comme s'il était en studio avec son Stetson, ses Ray-Ban et dirigeant son film très tranquillement, enfin aussi tranquillement qu'il pouvait être tranquille quand il tournait. C'était pas du tout Bourvil qui devait faire le rôle, c'était Ventura. Et Ventura s'est fâché, parce que Melville avait un grand talent quand même pour se fâcher avec les gens. Et c'est Robert Dorfman qui lui a dit « Vous devriez prendre Bourvil ». Et je me souviens très bien que Melville me disait « Mais c'est une idée ridicule. Bourvil, en commissaire de police, à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, on va penser qu'il va chanter la taccatique du gendarme. Elle vendait des crayons, elle vendait des cartes postales et aussi des crayons, qui étaient les chansons populaires de Bourvil. Et donc pour lui, c'était pas un acteur melvillien, quoi. Et c'est là que je vous dis que Melville ne dirigeait pas les acteurs, il avait un sens extraordinaire pour les faire rentrer dans son univers. Et je me souviens très bien comment il s'y est pris avec Bourvil. C'est pas du tout passé par des explications ou des discussions, parce que c'était complètement étranger à la façon de faire de Melville. Il a commencé par... Ça s'est passé en 3 étapes, en fait. Il a commencé par lui faire des costumes par le plus grand tailleur de Paris, je ne me souviens plus qui, mais voilà. Et Bourvil, qui n'avait jamais été bien habillé de sa vie, qui
qui était cet homme simple, d'origine paysanne. Il avait les moyens de s'acheter des costumes, mais pas... Melville était un homme très chic, qui connaissait très bien les beaux tissus, les bons faiseurs, les chausseurs, les chapeliers, etc. Bon. Et donc, pour la première fois de sa vie, Bourvil s'est vu avec des costumes impeccablement taillés qui lui allaient absolument parfaitement. Et tout à coup, il se regardait, je vois encore Bourvil disant « Mais je suis beau, je suis beau ». Après ça, Bourvil avait une légère calvitie, il lui a fait faire un toupet. Et donc, Bourvil se regardait dans la glace, il se reconnaissait de moins en moins. Après ça, on est allé chez un grand chapelier et il lui a fait essayer un chapeau, des chapeaux. Et Bourvil ne portait pas de chapeau, on ne portait plus d'ailleurs de chapeau à cette époque. Et donc la silhouette de Bourvil changeait de plus en plus. Et véritablement, Bourvil n'était plus Bourvil, il était comme on est quand à la fois les choses lui allaient bien, donc il n'était pas gêné, mais en même temps il n'était plus le même homme, il ne pouvait plus jouer de la même façon. Et enfin, et là c'est vraiment une intuition quand même formidable, c'est que Bourvil, qui traînait sur toutes les syllabes, qui était un Normand, etc., il lui a demandé d'avaler les mots, comme par exemple de dire « je vais », de dire « je vais », systématiquement, faire l'élision des « e », etc., vous voyez. Et alors c'était un boulot fou, quoi. C'était un boulot fou pour Bourvil, parce qu'il n'était pas du tout habitué à parler comme ça. Et comme c'était un homme très consciencieux, très bon, très consciencieux, très travailleur, et puis un homme de music hall, c'est-à-dire comme Montand d'ailleurs, un homme habitué à apprendre des choses qu'il ne sait pas faire. Vous voyez, comme un numéro. Bourvil l'a fait, a appris tout son texte comme ça. Mais c'est vraiment donné un mal de chien. Et alors je vous assure que quand vous jouez la comédie en réfléchissant à dire « je vais » au lieu de « je vais », et ça 18 fois par phrase, vous n'avez pas le temps de penser à jouer l'inspecteur, je ne sais pas quoi. Vous enlevez complètement de votre tête des choses qui sont habituellement ce qui préoccupe les comédiens. Et vous devenez un acteur melvillien, c'est-à-dire un acteur d'une grande sobriété, un peu comme différemment, mais un peu comme un acteur de Bresson, c'est-à-dire avec une certaine hiératisation des attitudes, des façons de s'exprimer, une certaine mécanisation un petit peu. Bourvil, qui n'était pas un acteur melvillien au départ, est devenu un acteur melvillien. Et d'ailleurs, Melville le respectait beaucoup. Bourvil était très fatigué, il était très malade à cette époque déjà. Il ne quittait pas le plateau pratiquement, mais il était là, il était toujours très consciencieux. Et il y avait un grand respect finalement. Et Bourvil ne s'est lâché que le dernier jour. Et le dernier jour du tournage de Bourvil, on avait tourné les scènes de la mort, de Montand, etc. Bon, et de Delon. Hein. Et donc Bourvil remontait, c'est les derniers plans du film, il remontait avec l'inspecteur général des services, je sais pas quoi. Et alors tous les hommes, oui, tous les hommes, Monsieur Mattei, etc. Donc une scène très dramatique, que pour une fois d'ailleurs un travelling qu'on refait plusieurs fois. Et à la fin, Bourvil vient voir, qu'il n'avait rien dit depuis 3 mois qu'on tournait, qu'il n'avait rien demandé de particulier à Melville, va voir Melville, lui dit Monsieur Melville, est-ce que je pourrais en faire encore une pour moi? Melville, très très étonné, lui dit mais oui, naturellement, Monsieur Bourvil. Chariot au départ. Alors, on met le travelling au départ, et donc c'est là qu'il y a ce plan merveilleux où Bourvil remonte. Alors le vieil acteur qui faisait le directeur de la police ou je sais pas quoi lui dit mais alors tous les hommes se croient? Oui, tous les hommes. Et Bourvil qui dit pas tous, monsieur l'inspecteur, parce que la du gendarme, voilà. Et alors bon, évidemment, éclat de rire général, y compris de Melville qui aimait bien rire malgré tout. Et voilà, ça a été la seule fantaisie que s'est permise Bourvil.
Jeanne Maria Volonté, les choses sont passées beaucoup plus difficilement. Il n'aimait pas du tout Melville. Melville le lui rendait bien, et donc il est très bien, il est formidable dans le film, je trouve, moi, vraiment formidable. C'est un acteur merveilleux, un homme formidable. Mais il n'aimait pas, il ne voulait pas se laisser avoir par Melville. Il était en résistance, quoi. Et évidemment, quand on était en résistance comme ça avec Melville, c'était sûrement la plus mauvaise façon de faire. On était sûr de passer un mauvais quart d'heure. Alors, c'est allé très loin. Jeanne Maria Volonté a quitté le plateau pendant 1 ou 2 jours, si je me souviens bien. Et je me souviens que c'est Delon qui a été très bien, très bien à cette occasion-là, et qui n'avait pas de rapport particulièrement amicaux avec Volonté, mais c'est lui qui l'a ramené sur le plateau, enfin, qui est arrivé à le convaincre, voilà, quoi. Il avait commencé un film, il fallait le finir, mais l'autre était prêt à aller en prison, à rembourser, je ne sais plus, jusqu'à la fin de ses jours, pourvu qu'il ne tourne pas avec Melville. Plus avec Melville. Ils se sont jamais bien entendus. Les deux hommes étaient très différents. Volonté était un personnage rigoureux, engagé. Je crois que tout ça l'ennuyait prodigieusement. Il l'aimait pas, et il n'avait pas envie de jouer cette comédie-là. Il se demandait, je pense, ce qu'il venait faire là, vous voyez. Ça n'empêche absolument pas d'être bon, hein, quelquefois même. Quelquefois, c'est très bien d'être en résistance. Il n'y a pas... Chacun trouve sa façon de... Son aliment personnel, son combustible personnel, d'une façon quelquefois très paradoxale. Delon était un gigantesque acteur, Delon, et c'était un prince. C'était quelqu'un qui avait son rythme propre, qui était quand même quelqu'un de tout à fait stupéfiant, vous voyez. Donc il disait à quelle heure je tourne, telle heure, il arrivait à telle heure, la voiture le déposait devant le plateau, il rentrait, il jouait, il repartait. C'était très spécial, vous savez, c'était pas du tout une chic bande de copains. C'était assez dur, les rapports. Donc, mais c'était pas avec les acteurs, il n'y avait pas d'esclandre, pas du tout. D'ailleurs, il n'y avait pas de hurlement sur un plateau de Melville, pas du tout. C'était pas ça. C'était pas des. Melville n'était pas un gueulard, n'était pas un homme qui simplement, il maintenait une telle exigence, et quelquefois, il le manifestait avec tellement d'injustice ou de mauvaise foi que forcément, les gens étaient très tendus, et que quand les gens sont très tendus, quelquefois, ils font des bêtises qu'ils ne feraient pas s'ils l'étaient un peu moins. Yves Montand était très, très tranquille et très discipliné, pas vraiment impressionné. Il était très content de tourner, très fier de tourner avec Melville, très fier. Il était très fier de rentrer dans cet univers. Il est très bien dans le film. Ça lui convenait très bien, et il était très, très heureux de faire ça, quoi. Voilà, donc il n'a jamais souffert spécialement. Je crois qu'il s'en foutait un peu. Parce que il y avait une manière de prendre Melville par l'humour. D'ailleurs, c'était un personnage bizarre, parce que très souvent, quand il lui arrivait de se mettre en colère, ou quand on était en tête à tête, après il disait « Mon coco, pourquoi vous ne m'avez pas empêché ?» Alors, lui, j'étais quand même un très jeune homme, lui était beaucoup plus âgé que moi. J'étais assistant, il était un grand metteur en scène. Bon, mais alors voilà, il fallait arriver à trouver le truc qui le faisait, parce que lui, il avait un grand sens de l'humour, et donc quand tout à coup le paradoxe des choses lui apparaissait, il était capable brusquement de revenir sur terre très rapidement. Et c'est un personnage compliqué. Je crois que ce qu'on apprenait avec Melville, quand on avait soi-même l'idée, l'envie, le désir fou de faire du cinéma, c'était que les choses se font sur le plateau. Voilà. Les idées, on les a à différents moments, bien sûr. On les apprivoise, on peut réfléchir à des tas de choses, mais là où se joue
Un film, un plan, c'est sur le plateau, dans l'instant. Vous voyez, je crois que ce qu'on apprenait avec Melville, c'est que ça va jamais de soi un tournage, ça va jamais de soi une journée de tournage, un plan. Il faut pour chaque plan, tout à coup, développer une énergie, une créativité. Et tant qu'on n'a pas dit couper et qu'on passe au suivant, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour un plan. Et une idée nouvelle qu'on peut avoir. C'est jamais trop tard. Alors les gens autour de vous vont se plaindre, vont trouver que vraiment on aurait pu y penser avant, mais ça n'a pas d'importance au fond. C'est pas une question d'être dur avec les gens, mais avec les techniciens ou des collaborateurs dont certains vous accompagnent depuis longtemps. Mais le plus important, c'est au moment essayer de faire qu'il y ait toujours une idée nouvelle, que ça ne soit jamais une routine. Et lui, il était très fort pour ça. Il avait des idées, des vraies idées. C'était pas l'exécution de quelque chose comme ça. Bon, et il bousculait l'univers professionnel.